Oui, bonjour, donc c'est pas moi qui ai fait toutes ces animations, je vous ai mis quelques animations histoire d'habiller au début. J'ai d'abord me présenter, donc je m'appelle Adrien Boutin, je suis réalisateur et motion designer depuis une dizaine d'années maintenant. Je suis né à Orléans d'un père artiste peintre et d'une mère qui faisait un peu de sculpture, donc j'ai baigné un peu dans ce milieu-là. Et surtout, une chose, et c'est ce qu'on va voir un peu, c'est qu'en fait, le motion design, c'est un prolongement du cinéma. Et justement, ma mère m'a beaucoup ouvert au cinéma. Alors, le truc, c'est elle m'a fait voir des films, surtout d'art et essai, beaucoup de films asiatiques, vraiment énormément de films japonais, coréens ou autres. Mais un jour, en 99, je m'en souviens très très bien, il y avait la fête du cinéma et il y a eu un film que je suis allé voir pour 10 francs, je crois, mais je n'en ai pas du tout entendu parler, c'était Matrix. Et je suis ressorti du film et j'ai fait plus tard, je veux faire ça. Mais je savais pas du tout, je savais pas du tout ce que c'était en fait. Je savais pas du tout comment on pouvait faire. Enfin, pour moi, il fallait être infographiste et je savais même pas qu'il fallait des logiciels et un ordinateur pour faire ça. Donc j'ai continué, enfin j'ai fait des cours du soir aux Beaux-Arts. J'ai toujours été attiré par tout ça, donc l'informatique, les jeux vidéo aussi énormément. Si un jour je fais du jeu vidéo, c'est normal. À 17 ans, après avoir eu mon bac, je me suis dit, ben, allez, je vais faire des études de cinéma à Paul Valéry à Montpellier. C'était en 2003 et en 2006, il y a eu la grande grève, le mouvement anti-CPE, qui a bloqué toute la fac. Donc, au lieu de rien faire, j'ai fait un documentaire dessus. Et c'est à partir de là où j'ai vraiment commencé, je trouve, à m'intéresser un peu au, à la vidéo et à me dire, bah, tiens, c'est peut-être ça que je vais faire. En fait, je vais peut-être faire de la vidéo dans ce style-là et proposer ça. Donc du coup, j'ai commencé, alors je vais vous montrer des petites choses, j'ai commencé par faire des sites flash. J'adorais ça, faire des sites flash. On va dire mon site en fait, un petit peu péter les oreilles un petit peu. On peut même pas couper la vidéo, désolé. Donc les sites flash, c'était génial parce qu'on pouvait mélanger un peu tout, on pouvait mélanger du graphisme, de l'interactivité, de la vidéo, jouer avec les caméras. J'adorais, la musique était là, désolé. J'adorais vraiment jouer sur toutes ces choses-là. Par exemple, là, on clique, ça fait un zoom vidéo, c'était bien Flash. Et partir en construction, j'ai mal choisi la chose. Voilà, on pouvait animer, tout animer, c'était des bons sites internet, je trouvais. Et là, il y en a un autre, alors je suis sûr aussi, ça va déglinguer les oreilles au début, mais bouchez-vous les oreilles 2 secondes, le temps que je coupe la musique. Voilà, on pouvait vraiment faire ce genre de petites animations, c'était vraiment, vraiment cool. Hop là, voilà. J'avais prévenu. Et donc, ouais, on pouvait faire des animations interactives de ce style-là. Donc, j'ai vraiment commencé comme ça par faire du site flash, à faire quelques documentaires, etc. Et au final, avec un pote, on voulait créer une boîte dans laquelle, donc en 2007, c'était un peu révolutionnaire. Maintenant, c'est totalement normal. On voulait faire du crowdfunding, faire de la vidéo en crowdfunding. Et bon, quand on allait voir les financeurs ou d'autres personnes, on n'était pas du tout accepté parce qu'en fait, on était 2 étudiants fauchés, donc on peut rien faire à ce moment-là. Donc on s'est dit, allez, pour financer, on va faire de la vidéo. Et on a commencé, donc on s'est très vite séparés parce qu'au final, lui, il avait un peu de sous de côté, moi, j'en avais pas du tout, donc on n'avait pas du tout la même vision de la chose. Et au final, quand j'ai commencé donc la vidéo, je filmais des pièces de théâtre ou autre, et je me suis dit, tiens, je vais prendre un peu tout le côté graphique que j'ai appris avec mon père artiste peintre, les beaux-arts et les choses que je faisais en flash, et je vais les inclure dans de la vidéo. Et c'est là où j'ai commencé à faire du motion design. Donc, je vais vous montrer un peu mes débuts qui sont totalement horribles maintenant quand je vois ça. C'est juste, c'était les débuts, quoi, fallait bien. À l'époque, il n'y avait pas de formation, forcément.
donc, c'était beaucoup de tutos, mais il y avait très peu de tutos. C'était des trucs, des tutos qui duraient 2 minutes. Il fallait vraiment essayer de choper les informations comme on pouvait. Maintenant, il y a foison de tutos et de choses comme ça. Et, et voilà. Donc, la bande démo faisait 2 minutes. C'était juste n'importe quoi. Et, et voilà. Et au fur et à mesure, je continue un peu à faire ça. J'ai rencontré celui qui deviendra mon futur associé, Loïs Yoz, avec qui on a monté le Singe à trois têtes. Donc au début, on était en deux auto-entrepreneurs et ensuite on a monté la SARL en 2014, je crois. On a eu plein quand même de bons clients. On a eu des clients comme Carrefour, Lancement Maison du Monde, la Banque Postale, etc. J'ai un petit chéri là à vous montrer par rapport à ça. Hop là, ils sont vous montrer tout le travail. Hop là, j'ai mis la musique vraiment pas fort. Donc voilà, donc ça c'est une bande démo qui date d'il y a 2 ans et elle est un peu vieillotte. Là je vais en faire une nouvelle parce qu'en fait j'arrête donc le travail avec Louise qui est parti sur le dev et je vais faire un autre truc qui va s'appeler Manic Motion. Je viens juste de trouver le nom là il y a 1 ou 2 semaines. Donc il faut que je crée tout, le logo qui est presque finalisé, la charte graphique, le site internet, la nouvelle bande démo, etc. etc. Donc bref, plein de boulot et je vais vraiment me consacrer que au motion. Là, c'est un mélange motion et film et maintenant je vais faire que du motion. Et en parallèle, donc, je suis aussi professeur à l'ESMA depuis 2015 et donc je ne sais pas si ça va être l'année prochaine ou dans un an, enfin à la rentrée 2020 ou la rentrée 2021, il va y avoir une section vraiment motion design entière. Donc voilà pour la présentation. Du coup, je vais vous expliquer un peu l'histoire, enfin, qu'est-ce que c'est déjà que le motion design, parce que c'est déjà rien qu'au niveau de la définition, on n'est pas tous d'accord, hein. Ce n'est pas tous les motion designers qui sont d'accord sur la définition, donc je vais vous expliquer les deux définitions, un peu des contre-exemples qui viennent dire que les deux peuvent être un peu fausses, en fait, de se baser que sur ça. Je vais aussi vous expliquer précisément quelle est la différence justement entre le motion design et le film d'animation. Ça aussi, c'est quelque chose où on peut confondre un peu les choses. Donc du coup, allez, c'est parti. Encore de la vidéo. Donc en fait, le motion design, il y a deux mots, il y a motion et design. Et donc en fait, le motion design, c'est l'art d'animer du design. Donc c'est-à-dire que le design, c'est quelque chose de fixe. Et ensuite, avec le motion, on va pouvoir animer tout ça. Il y a plusieurs choses que l'on peut animer. On peut animer des illustrations. Donc ça peut être des personnages, des décors, on peut animer donc du texte. On peut animer aussi des personnages qui sont non humanoïdes. On peut aussi animer des formes, donc des graphismes, des couleurs qui auront plus ou moins de sens. Donc c'est le but du design. Hein. On peut aussi bien animer en 2D qu'en 3D. Donc la 3D, tout d'un coup, on va pouvoir avoir des réflexions, on va pouvoir avoir plus de profondeur, on peut avoir des ombres qui vont rendre des choses beaucoup plus réalistes. On peut aussi avoir quelque chose de cartoon, de beaucoup plus réaliste. On peut aussi utiliser la vidéo, donc c'est-à-dire la vidéo comme support, c'est-à-dire que là, voilà, on a par exemple des vidéos dans lesquelles on a rajouté des choses, mais on peut aussi utiliser une vidéo comme ajout, c'est-à-dire que là, par exemple, on a cette femme qui tient une boule et qui fait tourner une boule, elle a été dupliquée et rajoutée dans l'espace. C'est-à-dire que même la vidéo, on peut la dupliquer et en faire un peu ce qu'on veut. Et aussi, on peut animer des photos. Donc là, on a une photo.
et quelqu'un l'a passé dans un logiciel 3D et a pu en faire quelque chose. Donc c'est vraiment, on a 3 tonnes de choses. Donc là, j'ai vraiment mis des exemples bien spécifiques, mais c'est un mélange de tout ça. On peut vraiment mélanger illustration, graphisme. On peut aussi rajouter du son, de la typographie, de la musique, etc., etc. Il y a juste une différence, c'est que qu'est-ce qui va différencier ça du film d'animation? Donc en fait, le film d'animation, on va avoir par exemple des personnages qui vont vivre une histoire. Vous prenez, je ne sais pas, la Reine des Neiges, bon ben voilà, vous avez, alors j'ai pas vu la Reine des Neiges, donc du coup j'aurais pas dû prendre cet exemple. Vous avez Toy Story, voilà, ben, vous avez Woody et Buzz, et puis ils s'animent, et puis ils vont discuter entre eux, et puis ils vont vivre une histoire. Et c'est une histoire qui peut sembler réelle en fait. Le motion design, on va prendre d'autres personnes. C'est-à-dire que là, par exemple, c'est un One Bright Dot de Clément Morin. Je vais voir si on ne peut pas remettre un peu de son quand même, parce que c'est bien avec du son. Voilà. Donc là, on a une animation 3D. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que là, l'histoire se passe en fait juste avec des petites particules qui vont s'animer. Et en fait, tout ça va raconter une histoire. C'est-à-dire que même s'il y a un personnage, à la fin, le personnage n'a pas parlé, et toute l'histoire, c'est, on va dire, le langage du design. C'est-à-dire que il va y avoir certaines choses qui vont parler. C'est-à-dire qu'on peut se dire qu'au début, c'était juste une petite boule, et puis elle a commencé à s'animer, puis d'autres boules sont venues la rejoindre, et au final, plus il y avait de boules qui venaient la rejoindre, plus ça allait vite. C'est-à-dire qu'il y avait le coup du train, et les petites particules dépassent le train, donc c'est-à-dire que ben, si on est tous ensemble, on va de plus en plus vite, puis à la fin, c'est sur une montagne, et au final, toutes ces petites boules en forment une énorme qui va éveiller un peu ce garçon. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va raconter les choses en motion design. C'est pas des personnages qui vont expliquer, qui vont avoir des dialogues, etc. C'est tout un tas de métaphores et d'autres choses qui vont, qui vont expliquer quelque chose au final, qui vont raconter une histoire. Donc pareil, là, il y a je ne vais pas le mettre en entier forcément, mais ce motion d'Apple, voilà, où c'est juste des petites billes et du texte qui vont raconter toute une histoire et qui vont pouvoir imaginer. Donc ça, c'est vraiment du design pur. Noir, blanc, des formes, des placements de formes, mais ça raconte quelque chose. Et donc ça, c'est le genre de choses, on pourrait croire que c'est pas du tout compliqué, mais en fait, c'est les choses les plus dures, en fait, je trouve. Il faut réfléchir à tout et avoir le côté, enfin le less is more, le moins il y en a, mieux c'est quelque chose qui est très très compliqué à avoir, en fait. C'est beaucoup beaucoup de réflexion et surtout, il faut que le client puisse l'accepter. Ça aussi, c'est un truc... Parce que quand on dit oui, on va avoir juste un petit truc en noir et blanc, il y a des clients qui tiquent, qui disent non, non, on en veut plus, on veut plus de couleurs, plus de choses. Et il y a une deuxième chose aussi dans le motion design, c'est les transitions. C'est-à-dire la chose sur laquelle on va beaucoup travailler et qui ne se retrouve pas
Oui, je partagerai les liens. J'ai les liens, juste, j'ai tout un dossier, je vous montrerai ça. Donc je disais quelque chose qui se fait dans le motion design, c'est les transitions. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir un objet qu'on va transformer en autre chose. Donc le meilleur exemple, c'est celui-là, qui est génial. Donc c'est toute une série de CNN. Ouais, les doigts vont devenir des arbres. Puis la feuille va tomber. Je vais couper le son. Voilà, vous voyez la feuille qui va se transformer en poison, puis ensuite toutes ces ramifications, et en fait, ces ramifications vont devenir de l'eau, etc. Donc ça, c'est vraiment aussi de bonnes idées en motion, c'est comment on change les choses pour qu'on puisse faire des transitions, qu'on puisse comprendre, qu'on puisse raconter une histoire en fait à partir de tout ça. Et puis c'est d'actualité en plus. Donc voilà, mais alors ça c'est si on se base sur la forme en fait. C'est-à-dire que le motion design, bah voilà, ça va être pas forcément raconter des histoires avec des personnages, c'est raconter des histoires avec des formes, des changements de forme, etc. Mais il y en a d'autres qui le définissent autrement, le motion design. Il y en a qui disent qu'en fait, le motion design, c'est tout ce qui n'est pas artistique. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, un film d'animation, un dessin animé ou un documentaire pour expliquer des choses, c'est quelque chose qui est de l'initiative d'une personne, donc ça fait partie de l'artistique. Et le motion design, c'est un client demande quelque chose. Et un créatif va y répondre avec de la vidéo. Mais si on voit ça de ce point de vue-là, tout ce qui est par exemple le projection mapping, alors certes, ça peut être des appels à projets venant de grandes communautés, mais si on prend par exemple le spectacle d'Avignon, dans la cour des papes, c'est quelque chose qui est là pour expliquer, on va dire, l'histoire du palais des papes avec d'autres choses, d'Avignon, etc. Donc ça n'a pas forcément un but mercantile. Mais pourtant, ça, c'est considéré comme du motion design. Donc cette définition-là n'est pas forcément bonne. Et idem, le fait de se dire, ce n'est que de la forme, c'est un mélange d'illustrations, etc. Là, par exemple, il y a un clip pour les YouTube Music Awards de 2015. Si on regarde vraiment les effets de cette vidéo, tout le monde se dira que c'est du motion design. C'est sûr et certain, c'est des effets qu'on retrouve un peu partout dans beaucoup de motion, de la lumière, des formes, etc. Et pourtant, cette vidéo-là a été faite pour de vrai. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'ils ont fait, ils ont fait des lasers, ils ont filmé des gens avec des écrans de fumée. Et donc, en fait, il n'y a rien du tout qui a été fait en post-production, il n'y a rien du tout qui a été vraiment animé. C'est juste en fait des lasers qui ont écrit des mots et puis ils ont fait un travelling avec des caméras et ils ont filmé tout ça. Je crois qu'on le voit peut-être un peu mieux. Enfin voilà, ça c'est vraiment la vidéo. Donc du coup, est-ce que c'est du motion? Est-ce que ça en est pas? Pour moi, ça en est, parce qu'il y a quand même une recherche de design d'animation. Mais voilà, si on s'en tient à ces deux définitions, en fait, je trouve que c'est pas assez pour expliquer ce qu'est le motion. C'est surtout, est-ce que la personne va le définir comme motion ou pas? Je ne sais pas si vous avez des questions, ça a été bien clair ou pas. C'est bon, faites un pouce levé comme ça et je vous dis c'est bon. Ok, génial. Dans ce cas, je vais pouvoir passer sur l'histoire du motion design. Donc l'histoire du motion design, ça remonte un peu au cinéma. Je vais faire un petit cours de cinéma en plus. Donc le cinéma, l'appareil cinématographique a été inventé d'abord par Edison, puis ensuite ça a été vraiment les frères Lumière qui ont... Il y avait deux techniques différentes et c'est celle des frères Louis et Auguste Lumière qui a été retenue. Et lors de la première projection, il y a un mec qui arrive qui s'appelle Georges Méliès et qui dit je veux
une caméra pour faire des trucages. Ils voyaient directement ça comme des trucages. Et les frères Lumière ont dit ben non, en fait, c'est pas fait pour jouer, c'est juste fait pour filmer. Bon, il a quand même réussi à avoir une caméra et c'était vraiment le premier truquiste. Donc là, par exemple, c'est l'homme à la tête de caoutchouc. Et en fait, il a filmé sa tête sur fond noir et il a zoomé dessus. Et il a fait une autre scène dans laquelle il faisait ce mouvement pour faire gonfler une tête. Et ça a été donc vraiment le premier truquiste. Donc le premier qui a fait, on va dire, un peu d'animation à réfléchir à tout ça. Et à l'époque, c'est un truc, mais ça devait être monstrueux à faire. Hein. Fallait plaquer 2 pellicules les unes sur les autres, être hyper précis sur des machines qui étaient. C'était pas automatique. Hein. Avant, il fallait tourner comme ça, et un certain rythme pour le faire. Oui, je vais revenir un peu en arrière. Et donc lui, c'est vraiment le premier truc qui se met. On était encore sur du cinéma par tableau. C'est-à-dire qu'il y avait juste un tableau, et ensuite ça a un peu évolué, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs tableaux. On pouvait passer d'un tableau à l'autre. Si on sortait du tableau par la droite, on rentrait par la gauche. C'est la première règle. Et ensuite sont venus les Russes. Et les Russes faisaient énormément de théorie du cinéma et essayaient de nouveau des choses. Et un qui a beaucoup fait, c'est Kuleshov. Donc Kuleshov, il est parti du constat, avec cet effet-là qu'on va voir ici, qu'un plan A plus un plan B, ça va amener une IDC. Donc là, par exemple, on a un plat, on a une tête d'un personnage neutre, donc on va associer le fait qu'on se dit, il a faim. Il y a une fille qui est morte, qui est dans un cercueil, il est triste. Il y a une femme avec une pose lascive, c'est le désir qui l'anime. Alors que pourtant, c'est toujours le même visage. Et ça marche vraiment très bien. Hein. Si on ne fait pas attention, ça peut marcher très bien. Et il y en a un autre qui était très très bon aussi, c'est Sergei Eisenstein. Donc vraiment, hein, ils ont opéré entre 1915 et 1930. Il n'y avait pas encore le langage cinématographique. Hein. C'était 1917 où il y a vraiment eu le premier langage cinématographique avec Griffith et Naissance d'une nation. Le début du langage cinématographique est venu à cause d'une idée raciste. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas que les noirs et les blancs soient dans un même plan. Donc du coup, il a commencé à découper les plans pour ne pas les avoir dans le même truc. Et c'est comme ça qu'est né un peu le langage cinématographique. Et donc, les Russes ont vraiment fait des théories. Donc là, c'est justement, vous allez voir, il y a de la crème. Les gens sont contents d'avoir du lait. Et vous allez voir qu'avec en filmant des jets, comme ça, on voit un peu la métaphore quelle métaphore il peut y avoir au-dessus. Et donc ça, c'est Eisenstein qui essaie justement de voir comment on pouvait amener d'autres idées par le montage, par des plans, par des choses qui sont extra-diégétiques, donc c'est-à-dire des choses qui sont en dehors de l'histoire. Ces jets d'eau, en fait, ils n'existent pas. C'est juste pour imager la chose. Et il faisait aussi il essayait aussi de faire des choses du montage. Donc là, il va y avoir une personne qui va être en colère et casser une assiette, et il va y avoir 13 plans pour casser cette assiette. Donc pareil, il va beaucoup jouer sur le rythme, donc pour accentuer la colère. Donc vous voyez, 13 plans, c'est quand même assez énorme. Donc aujourd'hui, ça paraît ridicule, mais à l'époque, c'était quelque chose de vraiment impressionnant et de très très avancé. Ensuite, il y a eu le cinéma parlant. Le cinéma parlant, ça a fait des films bavards, un peu comme je le suis là en ce moment. Donc, il n'y avait plus du tout de mise en scène. C'est revenu un peu avec le dictateur de Chaplin qui, lui, était contre justement le cinéma parlant et qui s'est dit non, on va faire quelque chose et qui a réussi à redonner une impulsion pour avoir des films intéressants. Et il y a un film qui est sorti en 1941 et qui a mis tout le monde d'accord et qui met tous les théoriciens d'accord, c'est-à-dire que Citizen Kane de Orson Welles, depuis ce film-là, il n'y a plus rien qui a été inventé au niveau du langage cinématographique. C'est-à-dire qu'on n'a pas inventé quelque chose de nouveau au niveau du langage, il a tout inventé. Il a tout pris, tout mélangé et fait en sorte de poser les bases du langage cinématographique. Donc là, c'est l'introduction du film Citizen Kane. Et si vous regardez bien, il y a un truc, c'est qu'il y a une fenêtre qui est allumée, ici, et la fenêtre ne bouge pas. Elle est toujours au même endroit, malgré les différents plans.
Et c'est ça que va faire tout du long Orson Welles. Il va jouer sur des codes graphiques, sur de la métaphore, sur plein de choses, et sur des transitions comme on l'a vu avec le motion tout à l'heure. C'est-à-dire que là, on a une lettre qui explique, ah ben voilà, la première fois que j'ai rencontré Kane, c'était pendant mes vacances à la montagne, et cette lettre devient de la neige sur laquelle l'enfant va jouer. Ensuite, lancer une boule et sur la maison de Kane. Donc voilà, il a vraiment réfléchi à toutes ces transitions et c'est vraiment, je trouve, en fait, la base du motion design au niveau de la piste de la réflexion. Et en même temps, dans les années 40, donc, il y a eu des artistes expérimentaux, donc c'est-à-dire qui peignaient sur de la pellicule pour faire des effets juste d'animation. Donc là, c'est Oscar Fichinger, et là, c'est Norman McLaren. Puis après, il y a eu Saul Bass, qui était un designer. Saul Bass était très... il y a eu le mouvement Bauhaus, donc qui était très sur le design. En fait, il a rencontré Otto Preminger, il a commencé à faire ses génériques. Donc il a fait aussi des génériques pour Hitchcock. Il y a aussi Maurice Binder qui a fait des génériques des James Bond. Il y a eu Pablo Ferro qui a beaucoup travaillé pour Kubrick, je crois, qui a fait aussi le générique de Beetlejuice, je crois aussi. Puis après, il y a eu la télé. Et là, la télé, ça a commencé. Il a commencé à y avoir des génériques télé. Donc là, on est dans les années 80, la 3D arrive. Puis les années 90, où ça commence à avoir plein de couleurs, plein de choses un peu peps de partout. Aujourd'hui, on regarde ça, c'est juste horrible. Hein, ça. Mais bon, là, c'est tellement années 90. Et donc là, c'était vraiment des personnes qui étaient c'était pas encore une grande discipline. Et en fait, c'est fin des années 90, début des années 2000, où l'ordinateur où le numérique a commencé à bien s'étendre, que le motion design est arrivé. Donc, du coup, maintenant, on arrive sur des exemples plus modernes. Donc, les applications du motion design, le premier, c'est la publicité. Je ne sais pas si j'ai mis une petite musique, oui. Attendez, je vous montre. Excusez-moi pour le son. Donc j'ai vraiment essayé de vous mettre mais alors un panel de choses 2D, 3D, des trucs vraiment design. Ça fait aussi partie du jeu vidéo hein, maintenant. Donc voilà un peu, j'ai fait un petit montage voilà, où vous montrant vraiment, alors il y a de tout, il y a de l'image par image, donc c'est-à-dire quand les personnes dessinent image par image les choses, il y a de la 3D,
il y a des choses filmées. Enfin, vous voyez que ça s'applique vraiment maintenant à tout, et je pense que ça va être exponentiel. Il y a aussi le web, hein, donc maintenant, toutes les interfaces en UX UI design, c'est vraiment... Enfin, maintenant, il y a de plus en plus d'animations. Même moi, j'ai fait des sites internet, enfin des animations spécialement pour les sites internet. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions sur l'historique, le motion design, si c'est bon, vous avez tout bien compris. Et si je passe à la suite? Eh ben, bah dis donc, on dirait presque que j'ai bossé le truc, hein. Donc là, ce que je vais faire, je vais vous montrer des études de cas. J'en ai pris 3, voire 4 si on a le temps, pour vous expliquer bah, comment les gens, enfin comment les clients viennent à nous, avec quelles idées, et comment on répond à ça en fait. Parce que c'est quelque chose qui est assez compliqué. Déjà que, je vais dire, au niveau du milieu graphique, c'est très très compliqué la manière dont on va discuter avec un client qui va croire qu'il y a des modifications illimitées ou qu'il y a des choses qui sont très simplement. En animation, c'est encore plus dur parce qu'on a beaucoup de graphismes, on a 1 minute 30 de vidéo, et il faut savoir réfréner des fois les envies, et surtout il faut aider le client à pouvoir se projeter. C'est-à-dire qu'en fait, on va lui dire, bon, voilà, on va faire telle transition, on va faire ci, on va faire ça, et le client il dit, bon, bah, je comprends rien du tout, je sais pas du tout à quoi je vais avoir droit, donc le tout c'est de lui montrer comment on va, bah, qu'est-ce qu'il va avoir au final. Donc, en premier lieu, bah, généralement, on prend un brief client. Donc là, c'était le brief pour Spybox. Donc ça, c'est ce que je reçois du client, hein, qui me dit démontrer les bénéfices de l'utilisation, le contenu du message, la base d'un storyboard. Donc ça, c'est il faut un générique. Pourquoi il faut un générique? On ne sait pas. Fond d'image, éléments logistiques, alerte sur les problèmes que le métier engendre. Que faire aujourd'hui? Aucune solution. On s'interroge. Ah, et Spybox arrive. Voilà. Donc, vous voyez un peu le niveau de communication, c'est génial. Enfin, mais en même temps, c'est bien parce que tout est clair, limpide. Puis à la fin, on résume le tout et générique de fin. Oui. Ah non, c'est qu'il y a quelqu'un qui arrive en plus. Donc voilà, nous on lui dit bon ben qu'est-ce qu'il faut faire, hein, storyboard, script, animation, création, toutes les choses qu'il y a à faire en fait pour qu'il y ait la vidéo de fête. Et la première chose qu'on fait, ben, c'est un mood board, c'est-à-dire on va lui dire bon ben voilà, graphiquement on va arriver sur telle ou telle ambiance. Donc vu que c'était quelque chose d'assez novateur, d'assez technologique, il y avait soit déjà partir sur de la 3D isométrique. Donc la 3D isométrique, c'est la fausse 3D, c'est-à-dire qu'on arrive c'est-à-dire qu'il y a un angle de caméra et c'est pas de la vraie profondeur comme on aurait avec une caméra. Et bah, on lui montre des petits exemples. Là, par exemple, un colis en 3D isométrique, enfin, ce serait plus celui-là. Là, c'est un camion en 3D isométrique, donc lui montrer que voilà, si jamais il y a un camion qui bouge avec des colis dedans, ben, ça risque de ressembler un peu à ça. Si jamais il y a une usine, ça risque de ressembler à ça. Voilà, on montre un peu différentes choses avec des exemples vidéo. Et puis une deuxième proposition, si on fait quelque chose de plus illustratif. Si on fait quelque chose de plus illustratif, ça va être des choses comme ça. Par exemple, si y a un bateau, au niveau illustratif, on va arriver sur quelque chose comme ça. Si y a un avion, ça va être quelque chose comme ça. Voilà, bah, le bateau, ça peut être aussi ça. Donc voilà, on explique un peu, on fait un mood board pour dire, bon bah voilà Bien. à quoi... Oui, Adrien? Oui, oui. non, c'est une question. Est-ce que, oui, les propositions que vous avez faites, c'était en fonction des storyboards, comment est-ce que vous avez senti les clients, et en fonction de ça, vous faites des propositions qui sont calées à ce que vous sentez, à ce que, enfin, les tons, l'ADN de la marque, ou comment est-ce que vous faites cette proposition? Alors bah, cette proposition, c'est avec beaucoup de discussions, en essayant bah, déjà d'une part de savoir ce que le client veut, de comprendre aussi un peu ce qu'il veut, quels sont ses besoins, et ensuite nous d'y répondre d'une manière bah, ce qui nous semble le plus logique en matière de design. En fait, le design, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un langage. C'est comme le français, l'anglais ou autre. C'est en fait, on va traduire du texte par des images, par de l'animation. Donc du coup, là, ce qu'il voulait, par exemple, c'était au début dans le scénario, bah, je vais montrer justement le scénario, c'était des choses dont on parlait justement avec
ce client, c'est qu'en fait, au début, il voulait montrer justement tous les exemples de cas dans lesquels il y a un problème avec un colis. C'est-à-dire que le colis peut chuter et s'endommager, il peut y avoir du gel qui va geler ce qu'il y a à l'intérieur, il peut y avoir de la chaleur qui va abîmer le contenu, de l'humidité, il peut aussi y avoir tout simplement de la perte ou du vol. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire à partir de là? Donc là, vous voyez qu'au niveau du texte, si on arrive sur de la voix off, si je fais des chutes, du gel, de la chaleur, de l'humidité, de la perte, du vol, c'est quelque chose, ça prend 7-8 secondes à tout casser. Donc comment je vais pouvoir proposer quelque chose de pertinent justement à ce client? Ça va être en faisant un storyboard et des réflexions graphiques. Donc là, au niveau du graphisme, par exemple, on voit qu'on a un colis donc dans un entrepôt et que ce colis va disparaître pour laisser place à un camion. Et donc, on va commencer à faire un design de choses. Et surtout, la difficulté qu'il y a en plus, c'est qu'il faut réfléchir à un design qui puisse être animé. Donc là, c'est-à-dire que dans ces effets de transformation, donc on a cet entrepôt à gauche, il va falloir que cet entrepôt se transforme en camion. Donc vous voyez que dans l'entrepôt, on a rajouté par exemple une espèce de truc de commande, en fait, comme on a dans un entrepôt, et ce truc de commande va se transformer en cabine de camion. Ensuite, là, le raccord avec les fils électriques va faire la cheminée du camion. Ensuite, ces deux petites barres vont se transformer en fumée. Cette barre-là aussi qui est à l'arrière va se transformer en armature du camion. Ces petits trous pour la chaîne vont se transformer en roues, etc. Et on va réfléchir à ce genre de choses en amont. Donc, on lui fait des propositions graphiques et en même temps, on fait un storyboard qui va expliquer toutes les choses de A à Z, justement. Et donc ça, c'est par rapport à de la discussion, aux envies du client et aussi au fait qu'on va dire, ça, c'est ce qu'il faudrait, en fait. Après, il peut y avoir plusieurs solutions, hein, évidemment, mais voilà, nous, on a choisi ce genre de choses. Donc, vous voyez, alors les dessins, je peux faire de plus jolis dessins, on va dire, hein, forcément. Mais après, il y a aussi une question de, il faut que ça soit, on va dire, le plus mince. Et je perds le mot, ça y est, j'ai perdu un mot. C'est déjà pas mal avec tout ce que j'ai dit. Le plus efficace possible. Donc, c'est-à-dire que les budgets ne sont pas extensibles. Si je fais un storyboard hyper joli, je vais mettre 3 jours. Là, je me mets une petite demi-journée pour refaire tout ça. Et le tout, il faut que ça soit compréhensible. Donc, on va expliquer les transitions, comment les choses vont s'amener, etc. Il y a des petites erreurs, par exemple. Il ne fallait pas que la boîte soit ici, il fallait qu'elle soit au-dessus, etc., etc. Et donc, je vais vous montrer le résultat final, justement, avec toutes ces transitions. Alors, je ne vais pas vous montrer en entier, parce que c'est vraiment juste le début au niveau des transitions qui est cool. SpyBox system uses RFID passive sensors on each parcels to query for their environment. SpyBox automatically analyzes and logs any adverse event and permanently marks affected parcels tag. SpyBox transmits all status in real time to customers' supervision backend. Alerts and data become accessible on smartphone or computer. Bon, je ne vais pas aller plus loin parce qu'après, c'est un peu des explications comme ça, vraiment sur le truc, mais c'était vraiment voilà, le fait de, le début, dire que chaque chose va se transformer, en fait, pour un client, c'est quelque chose, c'est hyper compliqué à comprendre. Il va se dire, mais comment un entrepôt peut se transformer en camion, en fait? Donc, il va falloir aussi bien faire déjà des premières pistes graphiques et un storyboard et vraiment bien détailler son scénario. Vous voyez que la vidéo dure 2 minutes, mais vraiment, c'est parce qu'à la fin, il y a 30 secondes de récapitulatif, parce que vous voulez 30 secondes de récapitulatif, et voilà, qui se transforme en ça c'est les 30 dernières secondes, hein, c'est juste une case, mais vous voyez qu'il y a énormément de dessins, et au niveau scénario, j'essaie de retrouver ça, c'était où?
tout, qu'il y a déjà trop de trucs d'ouvert. Ouais, c'est 4 pages de scénario pour vraiment expliquer dans les détails chaque chose qu'il va y avoir. Donc c'est vraiment, faut être le plus précis possible pour que le client valide le plus de points possible et qu'il y ait le moins de retours possible. Et pourquoi on fait tout ça? Tout simplement parce que voilà, là, je vous ai ouvert le projet. Donc là, on est sur After Effects, là où tout a été réalisé. Vous voyez qu'il y a pas mal de calques en fait, graphiques. Donc là, par exemple, on a notre camion. Et quand on fait de l'animation, en fait, on va faire des points clés. Donc, c'est-à-dire, on va vraiment définir des positions et des animations. Donc, dès que je prends des choses et que j'appuie sur U, ça montre tout ce que j'ai animé. Donc, chaque petite clé, ici, qu'on voit, c'est une animation. Ça, ce sont des clés, ça. Elles sont des animations. Donc là, par exemple, c'est la cabine. C'est comment elle va bouger. Là, c'est son tracé. Là, on va animer son tracé. Là, c'est sa position. Donc là, c'est-à-dire que là, de là, entre ces deux points clés, sa position va bouger. Et on va jouer comme ça. Et donc forcément, si je déplace ne serait-ce que quelque chose, ça va tout décaler. Et donc c'est pour ça qu'en fait, il faut être le plus précis possible dans ces choses-là. Et vous voyez que sur cette vidéo, donc surtout le début, là, avec tout cet enchaînement, ce qui est dur, c'est de rendre autant de choses lisibles. C'est-à-dire qu'il y a quand même un camion qui va perdre son colis, qui va se transformer en bateau, dans lequel il va y avoir du gel, puis de la chaleur, puis de l'humidité, puis de la pluie dessus, etc. Donc il faut vraiment se dire que ça fait combien, je crois, ça. Oula, J'ai une question. Fourier, ouais. L'animation, elle dure combien de temps et combien de temps t'as bossé dessus en fait, juste pour avoir une idée des. Alors sur cette partie-là qui dure 10 secondes, non, qui dure 12 secondes, niveau graphique, c'est pas moi qui fais les graphismes, je pense qu'il y a eu 2 jours de réalisation graphique. Et moi, au niveau animation, cette partie-là, je crois que ça a été 2 jours, 2 jours et demi pour les 12 secondes. Ok. Par contre, la suite, c'était beaucoup plus simple. Donc c'est-à-dire que le reste de la vidéo, j'ai mis 2 jours. Voilà, j'ai mis vraiment 2 jours, 2 jours et demi pour ces 12 secondes, puis 2 jours pour la minute 30 restante. Donc ça dépend vraiment du type d'animation. C'est ça qui est. Il faut aussi savoir jauger. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Donc là, je crois que j'ai facturé 3 jours et au final, j'en ai fait 4. Bon, pas grave, mais je me suis bien amusé sur celui-là. Des fois, ça arrive. Et des fois, c'est aussi le contraire. Des fois, il y a des choses où il y a moins de modifs, on a trouvé peut-être une techno, une manière de faire qui est plus rapide et ça se fait bien. Du coup, j'ai une petite question aussi. Ouais. Par rapport au prix, Oui. du coup, combien ça coûte ce travail-là pour un client? Parce que du coup, moi, j'ai du mal à évaluer. Alors, celui-là pour Spybox, si on calcule tout, c'est-à-dire le graphisme, l'animation, la voix off, la musique et les 2 exports, parce qu'il y avait une version carrée aussi à faire, si je me rappelle bien, je crois que c'était aux alentours des 4005. Okay. Voilà. Au niveau de 4500 €. Alors, les prix d'appel, les plus petits motions qu'on fait, c'est aux alentours de 1005. Et le plus gros à l'heure actuelle, c'était dans les 10-12 000. Je pensais que c'était plus du coup. Je m'imaginais beaucoup plus cher. Alors après, il y a des choses, si on part sur de la 3D, je pourrais en montrer des exemples. On peut partir sur du 60 000, 100 000, 200 000, 300 000 €. Hein. Ça peut monter aussi très vite, très, très haut. Et aussi, ça dépend des boîtes. Hein, parce que je me souviens une fois, on avait eu... on a eu 2 demandes qui étaient à peu près la même. Hein. C'était filmer quelques acteurs pendant une journée dans un événement. Il y avait une quinzaine de plans à monter. Il y en avait un, il avait 2 000 € de budget, l'autre, il avait 52 000 € de budget. Et pourtant, c'était exactement le même brief, la même chose. Donc aussi, ça dépend de comment... ça, par exemple, il y a certaines agences qui le vendront 20-30 000. Sûr et certain. Et voilà, donc moi je suis plus un studio, c'est-à-dire que je ne suis pas une agence avec 4 chefs de projet,
dit directeur de communication et tout ça. Ce qui est bien aussi pour des grands groupes, hein, parce que comme ça, au moins, ils ont des personnes qui pensent à tout, tout l'aspect marketing, le global, etc. Putain, il est déjà 10h50. J'ai dit un gros mot, désolé. Mais voilà. D'autres questions? Ok. Je passe sur le second projet qui va plaire à Anne-Charlotte, c'est Métropolisme. Donc Métropolisme, il y avait donc c'était le festival là, qui avait lieu au mois d'octobre à Tropisme. C'était septembre-octobre ou que octobre? Adrien, juste avant de te couper, il y a une question dans le Oui. chat de Ah, l'année. Est-ce qu'il oui. t'arrive de faire à la fois le graphisme et l'animation ou vous séparez le travail? Alors ça encore, ça dépend des fois. Il y a des clients qui préfèrent avoir leur graphiste, donc quelqu'un je me mets en lien avec leur graphiste. Des fois, j'aime bien faire appel à des graphistes avec qui je travaille pour avoir des rendus différents. En fait, ça dépend de là où je veux aller aussi, parce que je sais que, par exemple, je sais il y a des graphismes qui sont hyper bons au niveau maquettisme, enfin au niveau InDesign, placement des choses, etc. Donc pour faire des slides, c'est beaucoup mieux. Et moi, je sais que je suis très mauvais dans les placements comme ça. Des fois aussi, j'ai demandé peut-être à un graphiste de me faire une impulsion, c'est-à-dire de me créer des petits trucs, et puis après, moi, je vais créer les graphismes après. Et des fois, ben, je crée de A à Z, surtout quand c'est en 3D. Je vais montrer un peu des exemples 3D. Ben, justement, le prochain, c'est un exemple 3D où là, par contre, ouais, je crée tout de A à Z. Donc, c'est vraiment au cas par cas, tout ça. Pas d'autres questions? Non. Donc ouais, Métropolisme. Donc, alors c'était assez rapide comme prod parce que je crois que j'avais vu Vincent le jeudi et il fallait une vidéo le mardi. Donc ça veut dire super week-end en perspective. Et le brief, il m'avait montré une affiche, c'était celle-ci, en m'expliquant vite fait que ça c'était une skyline, donc un ciel. Tous ces textes, ça représente des immeubles, des buildings, avec l'idée, il faut réfléchir à la ville de demain. Il va y avoir plein de choses, des expositions, des artistes, du foodisme, etc., etc. Et donc, essayer de trouver un petit teaser, comment on va faire un teaser comme ça. Du coup, tout de suite, ça m'a fait penser à quelque chose qui se fait énormément actuellement, c'est-à-dire des espèces de films. Alors là, je mets une petite ref. De films dans lesquels on va créer des scènes et par-dessus, on va juste rajouter de manière très cinématographique les intervenants. Donc là, c'était pour le Motion Plus Design de Paris en 2018. Donc vous voyez, on a toute une scène en 3D avec ce petit garçon-là qui est dans des décors. C'est absolument magnifique. Et tous les intervenants, en fait, sont placés comme si c'était une bande-annonce de cinéma ou un générique de cinéma. Donc je me suis dit, on va passer sur ça, mais par contre, qu'est-ce que je fais à la place d'un petit garçon, en fait? Qu'est-ce que je peux avoir comme idée? Et la première idée que j'ai eue, c'est vraiment de respecter ce brief, c'est-à-dire, tiens, on va créer une ville. On va vraiment créer une ville. Donc là, je suis sur le logiciel 3D et on va créer une ville avec du texte. Alors, excusez-moi, hop là, c'est mis là. Excusez-moi, ça rame un petit peu. Voilà, je reviens, c'est bon. Donc, on va arriver avec une ville. Et voilà, ça c'était le premier essai. On a une ville avec donc cette skyline, on a des textes, et puis il y a les ombres qui se projettent en plus. Et je crois que j'avais déjà un peu animé, ouais, j'avais animé le fait qu'il y ait un lever de soleil qui se fasse. Donc c'est-à-dire, au final, on a le réveil de la ville et on a cette ville avec ces buildings en texte. Mais là, comme ça, tout d'un coup, je trouvais assez ça pauvre. Je ne trouvais pas que ça ressemblait justement à la fiche de tropisme, ni à cette idée justement de Skyline. Enfin, c'est un peu trop chaotique. Donc du coup, j'ai essayé de faire une deuxième variante dans laquelle je respecte l'affiche.
Donc, c'est-à-dire, je refais exactement la même chose que l'affiche. Voilà. Mais là, par contre, bah, ça fait des blocs de texte bien alignés, en fait. Donc là, je respecte vraiment l'affiche. Hein. Vous voyez, au niveau de la disposition, ça fait vraiment la même chose que sur l'affiche. Mais voilà, ça respecte pas du tout. Enfin, c'est pauvre, ça fait plus ville, en fait. On est plus ville, on est sur une barre de texte. Donc, du coup, on recommence tout à zéro. Et j'ai fait la dernière, qui est en gros, hop là, le temps que ça charge, là, qui est en gros de refaire la ville. Donc cette fois-ci, on a une véritable ville avec vraiment des buildings qui sont éparpillés à droite à gauche. Et j'ai fait en sorte que, alors c'est où? C'est ici. Ouais, c'est ici. Et j'ai fait en sorte en gros que je puisse faire le coucher de soleil, donc comme on dit, et qu'en fait ça soit l'ombre. Alors pourquoi tu ne marches pas? Non, c'était pas celui-là. Ah oui, mince, je me suis trompé, excusez-moi. C'était celui-là, voilà. J'ai fait en sorte que voilà, on ait toujours cette idée d'aube qui se fasse et qu'au fur et à mesure que le soleil se lève, les ombres vont se compresser et à la fin, c'est au poil de fesses, voilà, à la fin, ça crée vraiment l'affiche. C'est-à-dire que là, si je remets l'affiche, hop là, on a vraiment la même disposition. Allez. Bon, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas se mettre en entier. Ici, c'est peut-être ça. Voilà. Voilà, vous voyez, avec le 27 septembre qui est largement plus bas, avec la même typo, la même chose. Donc voilà, ça a été vraiment de construire ça. Et donc là, tout d'un coup, je trouvais ça un peu plus intéressant, avec en plus les pictos qui représentent bien en fait l'altropisme. Petit truc en plus, j'ai voulu rajouter de la végétation. Donc du coup, j'avais rajouté ce qui s'appelle des particules pour créer, alors, hop là, on va éviter, des trucs qui génèrent des arbres comme ça en temps réel. Et à la fin, ben, ça fait de vrais petits arbres comme ça. Et bah, je vais peut-être vous montrer le résultat final. Ça donnait ça. Donc vous voyez, avec ce lever de soleil qui anime les ombres. Donc voilà, et alors par contre, vu qu'il manquait un peu de temps, il y avait un autre de la halle, donc je vais montrer quand même ce qu'il a fait, Thibaut Perrin de l'Amphire 3D, qui s'était proposé de faire, quand il y a le petit robot qui marchait, de le faire sur de l'eau, comme un enfant qui joue dans des fontaines d'eau. Et hélas, c'est arrivé trop tard, donc du coup, on n'a pas pu le placer. Mais voilà. Voilà sa simulation. C'était cool quand même ce petit robot qui. Au courant, moi. De quoi? Je découvre ce off là. Bah ouais, c'est ça, c'est dommage. Dommage parce qu'au final, ça rend Adrien? bien, quoi. Oui. Et oui, mais là, pour le coup, bon, il est top, les vidéos, mais ça qui les rend encore plus magiques, c'est carrément les choix de la musique. Et là pour autant, et je pense que les choix de la musique, ça ne doit pas être anodin, vu Ah les oui, droits d'auteur. C'est un véritable parti pris sonore, que soit c'est imposé, soit dans ces cas-là, c'est toi qui donne tout un choix des musiques ou c'était imposé, hein?
Alors exactement là c'était une musique imposée, mais en même temps ça faisait partie d'un des groupes qui était dans le festival. Donc du coup c'était Vincent Cavaroc qui avait choisi cette musique. Et pareil, des fois c'est de la musique imposée et des fois c'est moi qui propose plusieurs musiques. Alors au niveau musique, il y a des musiques libres de droit. Il y en a plusieurs. Soit je vais sur Audio Jungle où c'est pas trop cher, soit j'ai sur Epidemic Sound où c'est un peu plus cher, un peu plus de qualité. J'essaie vraiment de pousser sur Epidemic. Des fois, je fais appel à des compositeurs. Je vais vous en montrer un, par exemple là où il y a vraiment un compositeur parce que c'était pas, je recherche ça. Je vais que sur internet, voilà. Où là, c'était une musique qui devait suivre le personnage. Vous voyez, toute la musique vraiment est sur. Oui, c'est très bonne musique. Donc voilà, donc là par exemple c'est vraiment de la composition, faite sur mesure. Donc il peut y avoir encore les trois cas. J'ai plus envie de travailler avec des compositeurs, c'est mieux. Le truc c'est que c'est très très dur parce que quand on a de la musique libre de droit, on prend des maquettes, on balance ça au client, il fait son choix et voilà, c'est largement plus simple. Tandis que quand il y a de la composition, si jamais le client dit oui là ça va pas, c'est très très dur à modifier une musique. Donc voilà pour ça. D'autres questions? Moi, j'ai une Est-ce question. que... Oui, Pardon. vas-y. Salut, merci déjà pour le temps que tu nous offres. Une petite question De rien. que tu mènes pour Metropolis, mais tu avais un peu manipulé Cinema 4D. Moi, c'est une question que je me pose en tant que motion designer. Je connais parfaitement After Effects et j'ai envie de passer un peu à le mode 3D et Cinema 4D en autodidacte. Est-ce que c'est chiant? Est-ce que c'est long? Alors, Cinema 4D, justement, c'est le plus accessible. Même limite, j'ai commencé par Cinema 4D au tout début, avant After Effects quand j'étais étudiant. Après, j'ai lâché parce que j'avais pas la machine qui tournait, enfin qui était bonne pour ça. Après, ce que j'ai fait, j'ai implémenté quelques trucs de cinéma 4D dans mes trucs, on va dire à partir de 2012, entre 2012 et 2016. Après, je me suis dit, bon, allez, il faudrait vraiment que j'essaye de faire des choses entièrement sur Cinema 4D. Donc, du coup, j'ai fait peut-être 2 années de formation, mais 2 années de formation éparses, c'est-à-dire une semaine par-ci, une semaine par-là. Et là, ça fait vraiment depuis 2 ans que je me sens à l'aise et que je peux me dire, tiens, je peux proposer des choses sur Cinema 4D. Donc, si tu te tiens, on va dire, à aller peut-être une demi-journée par semaine, de cinéma 4D, je pense qu'en 1 ou 2 ans, ouais, tu peux commencer à proposer des choses. Mais je trouve tellement plus simple au final qu'After Effects. Mais vraiment, tout est largement plus ergonomique, plus compréhensible. Il n'y a rien qui est vraiment caché dans des sous-menus. Il n'y a pas de petits trucs où si tu coches pas telle case, ça va foirer ou autre. Ça bug pas du tout. C'est hyper performant. Et maintenant avec Redshift en plus, donc là ça fait partie de la nouvelle offre mensuelle avec Redshift en plus, les rendus se font hyper vite. Tu achètes 1 ou 2 cartes graphiques Nvidia, c'est parti quoi. Vraiment, donc je conseille un peu plus, mais je lâcherai pas After Effects. Là, il y a aussi un autre truc qui est sorti, c'est Cavalry App, qui a l'air pas mal du tout. Il faudrait que je teste, mais voilà. Et sinon, il y a la solution aussi gratuite qui est Blender, et qui, là, en ce moment, Blender, depuis 6-7 mois, a bien le vent en poupe, et est plutôt pas mal. Donc, à voir si tu te payes une licence C4D, parce que c'est quand même assez cher, ou si tu vas sur Blender, qui est aussi vraiment très, très bon. Voilà. Okay, merci pour les infos. De rien. Anne-Charlotte, est-ce que j'ai le temps d'en faire un dernier Allez intervenir sur le temps. Oui, en même temps, on a commencé à 10h10. Oui, donc nous avons encore 5 minutes. Encore 5 minutes, oh là là.
Petit dernier. Maison du Monde, parce que là, j'en suis quand même très très fier. Et puis quand même, je montre ma compilation Maison du Monde, hein, non mais oh, parce que ça, c'est le truc où... C'est justement à cause d'eux que je fais du cinéma 4D. Donc ça, c'est une compilation de tout ce que j'ai fait pour eux. Donc voilà. Et en fait, donc Maison du Monde, eux, ils ont des vidéos et de temps en temps, ben, il y a des plans dans lesquels ils veulent de la post-prod. Et du coup, là, ils sont arrivés cette fois, ils ont fait, bon ben voilà, on a un tableau, c'est celui-là, et on veut que tu l'animes. Seulement, on veut que ça ait un aspect ben, peinture. Et en plus, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait le volet ici qui soit fermé, qui s'ouvre, qu'il y ait une colombe qui ressorte et qui ressortent du tableau et qui viennent vers la caméra en mode peinture. Donc la première chose auquel on pense, ben, c'est ce qui s'appelle le frame par frame. Le frame par frame, c'est le fait d'animer le tout image par image. Donc par exemple là, j'ai une animation faite sur Photoshop, alors je vous la montre vraiment vite fait. Tout ça, c'est dessin après dessin. Donc, on fait vraiment dessin après dessin. Et à la fin, à la fin, ça fait une animation. Tout simplement. Donc là, on n'est pas en temps réel, évidemment. Parce qu'il y a trop de choses ouvertes. Voilà, c'est bon. Et à la fin, ça donne ça. Donc, ça donne quelque chose de très organique. Et c'est le seul moyen, en fait, d'avoir un côté peinture. Seulement, je me suis dit que si je devais faire une colombe qui ressort comme ça, mais j'allais galérer, quoi. Il y a trop de dessins, trop de choses, je suis sûr de me foirer. Et du coup, j'ai pensé chez moi, j'ai un casque de réalité virtuelle, et je me suis pris le logiciel Key. Et en fait, le logiciel Key, c'est un logiciel qui permet de faire du frame par frame, mais dans un espace de réalité virtuelle, donc c'est-à-dire dans un espace 3D. Là, j'espère que vous arrivez à comprendre. Si vous n'avez pas mis de casque sur les yeux, déjà, ça va être très dur à comprendre, mais c'est comme si devant vous, vous aviez quelque chose et vous avez vos mains et vous dites, bon, bah tiens, je sculpte quelque chose en faisant comme ça. Donc voilà à quoi ressemble l'interface, où est-ce qu'il y a ma souris, voilà. Donc là, par exemple, vous voyez, il a un personnage, il a dessiné un personnage et il va commencer à l'animer un peu dans ce style. Donc là, il anime vraiment de manière grossière. Et donc après, on peut tourner autour du personnage, c'est-à-dire on peut vraiment courir autour du personnage. Donc du coup, je me suis dit, je vais faire ça. Et j'ai dessiné un oiseau en image par image. Et là, vous voyez, en fait, le mouvement de caméra, c'est ma tête, c'est moi qui bouge autour de l'oiseau. J'ai fait une boucle, voilà, de battement d'ailes. Et donc ça, c'était juste les outlines, c'est-à-dire les contours en fait de l'oiseau. Ensuite, il fallait remplir. Mais voilà, déjà le mouvement de battement d'ailes. Donc à la fin, ça peut exporter un oiseau en 3D, et si je le mets justement dans Cinema 4D, le logiciel qu'on a vu, ça donne ça en fait. Ce qui a un côté très organique, hein. Ça c'est quelque chose en 3D, ces espèces de choses-là, c'est quelque chose qui est très très dur à avoir. Et si je le passe dans After Effects et que je mets des effets dessus, on va avoir le côté peinture. Donc là, c'est la même chose. Et une fois qu'on l'implante dans le plan, ça donne ça. Avec en plus des petites plumes. Et évidemment, j'ai détouré et fait bouger un peu toutes les feuilles. Et donc tout ça, pour leur nouvelle tendance déco, ça donne ça. Donc ils sont très dans le stop motion et...
Voilà. J'ai une C'est juste, demande, Adrien. Oui. Parce que j'imagine que les commandes te prennent un temps fou et que tu bosses, quand je vois à quelle heure tu fermes ton bureau, je pense qu'effectivement tu es bien occupé. Est-ce que tu arrives à prendre du temps pour travailler sur des compos perso? Alors, T'as des choses à montrer. Voilà. compo perso, j'en fais presque pas, hélas. En fait, dès que j'ai du temps, je fais des tutos. Des tutos, et les tutos, c'est généralement, je marque caca et prout, en fait, généralement, dans les exercices que je fais. Donc, j'ai beaucoup de trucs où ben, c'est pas montrable parce que voilà, c'est juste pour tester les choses. Mais en fait, dès que j'ai du temps libre, j'en profite pour faire des tutos. Énormément, énormément. Là, je viens de me taper un tuto de 24 heures sur X-Particle, donc ce truc-là. Et bah ouais, j'aimerais bien faire des compos, mais là, bah, par exemple, avec le confinement, je pourrais me dire, bah tiens, je fais plein de trucs perso, mais en fait, ben non, je suis en train de recréer une nouvelle boîte avec toute une imagerie, et j'ai un bébé, ce qui prend à peu près 90% de mon temps, donc Je comprends pas pourquoi tu n'aimes pas travailler sur des compos perso, hein. ouais, non, c'est ça. Mais, Surtout qu'on a participé, j'aimerais bien. t'es prof aussi à l'ESMA, voilà. Pour Oui, ceux qui je ne suis parlent pas. prof aussi à l'ESMA. Je voulais en faire justement un petit truc. Bah, je vous mettrai les liens. De toute façon, j'ai fait un PDF. Je ne sais pas si je peux mettre le PDF ou si tu peux le. Je vais le renvoyer par Enfin, mail aux participants, t'embête pas. ouais, voilà, ok, c'est ça. Dans lequel il y a vraiment 3 tonnes de choses. Ouais, alors juste le petit côté de l'ESMA, donc je suis très content de bosser à l'ESMA parce que vraiment il me laisse alors une liberté sur ce que je peux faire de présentation. Je peux même dire, bah tiens, j'invite tous les élèves à aller picoler à l'altropisme et rencontrer des professionnels et ils sont là, ah ouais, c'est chouette, bien, on va communiquer dessus. Donc je suis très content de ça. Et vraiment la philosophie que j'ai, c'est-à-dire, et c'est la philosophie que je donnerais à ceux qui aimeraient se mettre au motion design, c'est que vous pouvez il y a plein de tutos en fait. Il y a plein de tutos sur le web, il y a plein de choses, il y a plein de documentation, mais généralement les tutos, ça vous apprend à utiliser des trucs et astuces. En gros, c'est ça vous dire, ouais, en 10 minutes, vous faites un grand Big Bang, vous faites exploser une planète, mais concrètement, jamais une motion design dans lequel je vais faire exploser un soleil, en fait. Et donc, j'axe beaucoup plus sur le côté animation et design. Donc, c'est-à-dire apprendre l'animation. Si vous apprenez l'animation sur n'importe quel logiciel, vous savez animer sur tout autre logiciel. Ce n'est pas de l'apprentissage d'un truc astuce sur After Effects ou sur Cinema 4D. Donc, ça, c'est la première chose qui est très importante. Et il y avait un deuxième truc aussi, et je m'en souviens plus. Voilà, c'est bon, après 1 heure, le cerveau qui déconnecte. Bah ouais, voilà, bah là je sais plus. Mince, j'ai un grand trou. Il y avait 2 choses. Le design, l'animation. Ah oui, oui, et donc si vous voulez faire comment s'appelle, bah, des tutos ou vous mettre vous-même au motion design, ce que je vous conseille, c'est vraiment de prendre alors de bonnes formations payantes en fait. Tout ce qui est gratuit, c'est vraiment des petits trucs et astuces. Et dans les choses payantes, par exemple, j'adore Mograph Mentor. Mograph Mentor, alors c'est en anglais, donc ça c'est le truc qui est un peu relou. Il faut vraiment parler anglais, c'est là où il y a le plus de choses. Mais dans les workshops, en fait, alors vous avez les versions gratuites, vous avez des versions pas chères, vous avez des versions où vous avez un professeur qui va pouvoir toutes les semaines voir votre progression, voir votre travail et vous faire un retour sur est-ce que c'est pertinent ou pas ce que vous avez fait. Et il y a vraiment des trucs comme par exemple comment faire un personnage en 3D et l'animer, comment faire justement des choses en 3D. Alors, je sais pas, on va regarder vite fait la promo, je vais peut-être couper le son. Donc, coupe le son, hop là, ici. Hello guys, I'm Thanos, I'm Tony, and we are Getty Pictures. Voilà, il montre comment faire ce genre de choses avec des cours et il vous explique. En fait, au lieu de vous expliquer juste la technique de comment on va créer tout ça, il vous explique l'idée du design, comment ça leur est venu, comment a été le brief client, comment on trouve ce genre d'idée en fait. Et je trouve ce genre de choses largement mieux. Là en ce moment, voilà, le prochain que je vais me faire, c'est celui-là. Là, je vous montre.
Bah voilà, mince, course overview. Start. Voilà, c'est apprendre à faire ce genre de choses, faire vraiment de l'image par image. Donc c'est la chose que je vendrais le moins. Là, c'est vraiment, je pense, quelque chose de très très personnel parce que l'image par image, si on se sauce bien, on arrive à faire 1 seconde d'animation en 2-3 jours. Donc pour avoir le budget pour ça, c'est assez compliqué. Mais après, c'est tellement joli, quoi. Enfin, et voilà les exercices qui donnent à ce moment-là. Donc ça, c'est vraiment mon petit kiff, ça va être mon petit truc. Tu nous partageras tout ça dans tes liens. Je compilerai. Ouais, bah tiens, je vais mettre Mograph Mentor. Super. On va devoir conclure, Adrien. Est-ce qu'il y a encore Oui. des questions? Est-ce que vous avez des questions avant qu'on se quitte et qu'on enchaîne sur notre énième Zoom? Des questions? Des compliments, des retours ou pas? Le pouce levé, c'est bon, tout le monde a levé le pouce. En tout cas, pour ceux qui ont... Ah oui, il y a Léa, ok. Hein? Qu'est-ce qu'il y Oui, a, je suis en train de... Oui, non, je suis en train de lire les commentaires, merci. Bah, merci pour les retours. On repartagera en tout cas la visio sur les réseaux sociaux de Tropis pour ceux qui ont loupé le début. Et je vous enverrai un petit mail. J'ai rajouté Alex, Claire et Léa dans mon fichier. Je vous enverrai tout ça. Merci à tous d'être venus, d'avoir partagé ce petit moment avec Adrien. Il y en aura d'autres jusqu'à la fin du confinement et après à la halle, j'espère un jour, si on peut se réunir à plus de 5. Voilà, merci à tous. Passez une bonne journée. Et puis, à très vite sur Zoom. Merci. Bonne journée à tous et merci d'être venus. Oui, Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci, Adrien. Merci Adrien, merci à toi en tout cas. Ah bah merci à vous d'être venus. Merci à tout le monde, allez. Allez, on dit. Barrez-vous. Salut à tous. Ciao tout le monde. Ciao, salut.